Lors d'une séance photo de famille, ma sœur a bousculé ma fille de 7 ans pour l'écarter, se moquant d'elle, les déchets n'ont pas leur place sur ma photo parfaite. Je l'ai prise dans mes bras en silence et je suis parti. Le lendemain, maman a appelé en pleurant, son prêt pour le magasin est annulé. Le bruit du verre bon marché qui se brise sur une allée en béton est quelque chose que l'on n'oublie jamais. C'est un bruit sec, strident, mais ce n'était absolument rien comparé au rire de ma sœur juste après que cela s'est produit. Ma fille Lily venait d'avoir 7 ans. Elle portait une petite robe bleue qu'elle avait choisie elle-même et un diadème d'anniversaire en plastique que j'avais acheté pour elle chez Party City. Elle était si heureuse. Elle voulait juste se tenir à côté de sa grand-mère pour une photo de famille. Je peux encore le voir en ralenti. La façon dont les genoux de Lily ont heurté le trottoir. La façon dont le petit diadème en plastique a volé de sa tête, a touché le sol et s'est brisé en 3 morceaux. Et puis Britney, la regardant d'en haut, lissant sa robe de fiançailles sur mesure en soie blanche pour s'assurer qu'elle n'était pas froissée, et prononçant les mots qui ont brûlé un trou directement dans mon âme. Elle a regardé ma fille en pleurs, a laissé échapper un court rire et a dit « Les déchets n'ont pas leur place dans mon moment parfait en photo ». Le pire n'était pas seulement la poussée ou les mots horribles. C'était le silence absolu qui a suivi. Une cour arrière pleine de tantes, d'oncles, de cousins, et ma propre mère. Et personne n'a bougé pour aider ma petite fille. Ils ont juste regardé. Certains ont détourné le regard. Certains ont bu une gorgée de leur chardonnay ou de leurs bières artisanales. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que la famille dans laquelle j'étais née n'avait jamais vraiment été la mienne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ramassé ma fille, je suis parti, et 12 heures plus tard, j'ai commencé à démanteler toute la vie de ma sœur, morceau par morceau. Si une histoire comme celle-ci vous parvient ce soir, vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire, racontez-moi votre histoire et assurez-vous de vous abonner. Dans ma famille, il y avait une hiérarchie très claire et tacite. Il y avait Britney, qui était délicate et avait besoin de choses. Et il y avait moi, Harper, la bête de somme invisible. Ma mère, Barbara, a établi cette dynamique très tôt. Quand j'avais 12 ans, je suis allé seul à pied chez le dentiste pour une extraction de dents parce que ma mère était trop occupée à choisir une robe de bal chez Macy's pour ma cousine plus âgée. Je me suis assise seul sur ce fauteuil de dentiste, je me suis tenu la main et je suis revenu à pied à notre maison de banlieue avec de la gaz médicale enfoncée dans la bouche. Une semaine plus tard, Britney, qui avait 7 ans à l'époque, s'est écorché le genou dans l'allée. Ma mère l'a gardée à la maison et l'a privée d'école primaire pendant 3 jours, lui a acheté de la glace tous les après-midi et a raconté à tout le lotissement à quel point son petit ange était incroyablement courageux. Ils avaient une phrase pour moi, Harper est si forte. Elle peut tout supporter. Pendant 30 ans, j'ai cru que c'était un compliment. Je ne savais pas que c'était juste leur façon de dire que j'étais de la main-d'œuvre gratuite. Être la plus forte signifiait que c'était moi qui absorbais la douleur pour qu'il n'ait pas à le faire. Cela signifiait que c'était moi qui payais mes propres études à l'université d'État en faisant des doubles quarts de travail dans un Olive Garden et un Barnes & Noble. Tandis que Britney recevait une Ford Mustang neuve à 18 ans juste pour avoir obtenu son diplôme d'études secondaires avec des notes incroyablement moyennes. J'ai construit ma vie à partir de cette indépendance forcée. Je suis devenue expert comptable agréé et auditrice d'investigation financière. Depuis plus d'une décennie, je gagne ma vie en traquant l'argent caché dans les entreprises américaines. Je poursuis les détourneurs de fonds, découvre des fraudes financières massives et trouve les vérités laides que les gens désespérés essaient d'enterrer dans des feuilles de calcul Excel compliquées. Je suis très bonne dans mon travail parce que les chiffres ne mentent pas et ne font pas de favoritisme. Les chiffres se fichent de savoir qui est l'enfant chéri. Mais l'ironie tragique de ma vie était que, alors que j'auditais impitoyablement des sociétés de plusieurs millions de dollars dans le centre-ville de Los Angeles, j'étais volontairement aveugle au déficit massif et flagrant du grand livre émotionnel de ma propre famille. Chaque fois que Britney détruisait sa voiture, ma mère m'appelait pour gérer les réclamations d'assurance GECO. Chaque fois qu'elle maximisait une carte de crédit Nordstrom pour des vêtements de marque, on me culpabilisait pour que je couvre le paiement minimum afin que sa cote de crédit ne s'effondre pas complètement. Tu gagnes tellement d'argent, Harper, disait ma mère, la voix dégoulinante de cette douceur manipulatrice si familière. Ta sœur cherche juste sa voie dans le monde. La famille est de la famille. J'ai payé le tribut encore et encore parce que je pensais que payer leur paix signifiait acheter leur amour. Je pensais que si j'étais assez utile, peut-être qu'ils me regarderaient comme ils la regardaient.
Mais on ne peut pas acheter l'affection sincère de personnes qui vous considèrent comme un distributeur automatique de billets. Cette année était censée être différente. Je m'étais promis de tracer une ligne dans le sable. J'avais 34 ans, j'étais une mère célibataire élevant une petite fille incroyable et perspicace, et je voulais briser ce cycle toxique. Je ne voulais pas que Lily grandisse en pensant qu'elle devait mériter sa place dans le monde en étant silencieuse, petite et utile. Je voulais juste qu'elle soit célébrée exactement pour ce qu'elle était. Mais comment réécrire 30 ans d'histoire profondément ancrée quand les gens autour de vous refusent violemment de lire le nouveau scénario? Pour bien comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre le monde de fantaisie dans lequel vivait ma sœur. Britney avait 29 ans. Elle était indéniablement belle et profondément, violemment complexée. Elle et son fiancé Bradley formaient un couple assorti dans un paradis très superficiel et artificiel. Bradley avait 30 ans, avait un goût très coûteux pour les costumes Brooks Brothers sur mesure, et était perpétuellement entre deux projets de start-up technologiques. C'est juste une façon polie et familiale de dire qu'ils n'avaient pas occupé d'emploi stable depuis 2 ans. Si vous regardiez leur profil sur les réseaux sociaux, vous penseriez qu'ils étaient de la jeune royauté américaine. Il y avait des photos parfaitement filtrées de week-end dans les vignobles de Napa Valley, de cafés latte artisanaux, de sacs Louis Vuitton et de dîners exclusifs. Mais je connaissais la réalité. Je la connaissais parce que c'est moi qui épongeais le débordement de leurs terribles décisions financières. Ils étaient noyés sous les dettes, vivant d'un chèque de paie à l'autre, maintenant leur style de vie grâce à des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés et à l'indulgence infinie de ma mère. Ma mère, Barbara, était la principale architecte de cette illusion. Elle défendait les habitudes de dépenses de Britney avec une férocité qui défiait toute logique. Pour Barbara, Britney avait simplement des goûts raffinés, et Bradley était un visionnaire incompris. Si jamais j'osais suggérer qu'ils avaient besoin d'un budget strict, j'étais immédiatement qualifié de sœur aînée jalouse et amère qui ne savait pas profiter de la vie. Il y a un détail crucial du passé que vous devez connaître, car c'est l'arme chargée que ma famille a fini par pointer directement sur ma tempe. Il y a 5 ans, ma mère a eu un problème de santé majeur. Elle avait besoin d'une chirurgie et ses papiers d'assurance maladie étaient un désastre total. Prise de panique, elle m'a supplié de co-signer un compte chèque joint historique à la Bank of America. C'était une ancienne structure bancaire où nos 2 noms et numéros de sécurité sociale figuraient sur le compte. Son but était purement de me permettre de transférer facilement des fonds pour couvrir ses franchises médicales et gérer ses paiements hypothécaires pendant qu'elle se rétablissait. J'ai mis mon nom dessus, je l'ai financé avec mes propres économies et je l'ai géré de manière impeccable jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Une fois qu'elle est allée mieux, j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Je lui ai dit que nous devions le fermer immédiatement, mais la banque exigeait que nous nous présentions toutes les 2 en personne dans une agence physique pour signer les documents de clôture. Chaque fois que je l'évoquais, Barbara m'esquivait avec une excuse, « Oh, Harper, je suis trop fatiguée cette semaine. » Laissons-le comme ça. Il est vide de toute façon, et c'est bien d'avoir un fonds d'urgence familial au cas où quelque chose arriverait. Nous devons nous faire confiance. J'ai laissé tomber. C'était un compte à solde nul qui prenait la poussière dans le système bancaire. En tant qu'auditrice d'investigation financière, j'aurais dû savoir qu'il ne faut pas laisser une porte financière déverrouillée dans une maison pleine de gens qui se croyaient tout permis avec mon argent. Mais c'était ma mère, et malgré tout ce qu'il m'avait fait, une part de moi, malade d'espoir, voulait encore croire qu'elle ne me trahirait pas activement. Retour au présent. Britney et Bradley se sont fiancés. La bague était énorme, et la discussion de groupe familial était un défilé interminable et épuisant de tableaux d'inspiration de mariage Pinterest, d'essais de robes et de liens vers des lieux de réception. Je suis restée silencieuse. J'étais occupé par une lourde affaire de fraude d'entreprise et je concentrais toute mon énergie libre sur Lily. Ma fille fêtait ses 7 ans, une étape majeure dans son petit monde. J'avais initialement prévu d'emmener Lily à Disneyland, juste toutes les 2, mais ma mère a insisté pour que nous fêtions l'événement chez elle. Amène-la samedi après-midi, a-t-elle dit au téléphone, sur un ton remarquablement décontracté et léger. Toutes les tantes, oncles et cousins viennent de toute façon. Nous ferons un grand déjeuner de famille, et ce sera tellement bien pour Lily d'être entourée de tous ceux qui l'aiment pour son jour spécial. J'ai hésité. Je savais que les invitations de ma mère s'accompagnaient toujours de lourdes contreparties, mais Lily était assise juste là et écoutait. Ses yeux se sont illuminés à l'idée d'une grande fête de famille avec tous ses cousins. Elle a passé tout le vendredi soir à dessiner une magnifique carte colorée pour sa grand-mère. Elle était tellement excitée de la lui montrer.
Alors, contre mon bon sens et mon intuition qui hurlaient, j'ai accepté. J'ai acheté un magnifique cadeau coûteux pour Lily, une mallette de dessin géante personnalisée qu'elle réclamait depuis longtemps, et je l'ai emballée dans un papier argenté brillant avec un grand ruban bleu. J'ai acheté un joli gâteau à la vanille dans une pâtisserie haut de gamme locale avec son nom écrit en glaçage bleu vif. Nous avons fait les 25 minutes de route jusqu'à la maison de ma mère en banlieue, en écoutant de la musique pop à la radio. Ma fille rayonnait dans sa nouvelle robe. Je me suis dit que ce serait une bonne journée. Je me suis dit que, juste pour un après-midi, ma famille pourrait mettre ses obsessions de côté et célébrer cette douce petite fille. J'avais tort. J'avais tellement tort. Ce qui nous attendait dans cette maison n'était pas du tout une fête d'anniversaire. C'était un décor de scène pour la vanité sans fin de ma sœur, et ma fille était sur le point d'être traitée comme un accessoire indésirable dans le film de quelqu'un d'autre. Savez-vous ce que l'on ressent en marchant dans un piège tendu par sa propre mère ? Nous nous sommes garés dans l'allée de ma mère et la première chose qui m'a frappé a été un sentiment de vide terrible au creux de l'estomac. Le porche d'entrée était drapé de somptueux arrangements floraux en cascade blanc et doré. Il y avait une ardoise vintage près de la porte d'entrée sur laquelle était écrit, dans une calligraphie élégante et professionnelle, Britney et Bradley. Le voyage commence. Il n'y avait pas un seul ballon, pas une seule mention d'un 7e anniversaire nulle part. J'ai détaché Lily, j'ai pris son cadeau emballé d'argent et la boîte de la pâtisserie, et nous sommes entrés. Le salon était bondé de parents tenant des flûtes de champagne en cristal. La table de la salle à manger avait été complètement débarrassée et remplacée par une immense présentation à plusieurs niveaux de photos de fiançailles, de hors-d'œuvre de traiteurs coûteux et d'un énorme centre de table florale qui avait dû coûter une fortune. Ma mère m'a repéré depuis l'autre bout de la pièce et s'est dépêchée de venir vers nous. Elle n'a pas regardé Lily. Elle n'a pas dit bon anniversaire. Elle a fixé directement la boîte de cadeaux argentée brillante dans mes mains avec une expression de pure panique. « Harper, tu es là ?» a-t-elle chuchoté rapidement, en m'attrapant le coude pour m'attirer vers le couloir de la cuisine, hors de vue. « Écoute, mets cette boîte dans la buanderie ou dans le coffre de ton SUV, et mets le gâteau dans le frigo du garage immédiatement. » Je l'ai regardé, sentant mon rythme cardiaque s'accélérer. « Maman, c'est l'anniversaire de Lily. Où sommes-nous censés mettre ses affaires ? Elle veut ouvrir son cadeau. » Barbara m'a fait taire violemment, regardant nerveusement autour d'elle pour s'assurer qu'aucun invité ne regardait. « Ne fais pas d'histoire aujourd'hui, Harper. Britney a décidé de faire sa séance photo de fiançailles officielle aujourd'hui parce que le temps est parfait et que le photographe coûteux était enfin disponible. Le thème est pastel et blanc. Ce papier argenté brillant ruine complètement l'esthétique de la pièce. Nous ferons le petit truc du gâteau de Lily après le départ du photographe et quand les choses se seront calmées. Sois conciliante aujourd'hui, d'accord ? Ne gâche pas le grand moment de ta sœur. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle avait détourné l'anniversaire de ma fille pour organiser une séance photo de fiançailles pour ma sœur. Et elle s'attendait à ce que je rentre dans le rang comme un bon petit soldat. J'ai regardé Lily. Elle serrait sa carte faite main pour sa grand-mère, regardant cette pièce pleine d'adultes bruyants qui ignoraient complètement son existence. « Maman, ai-je dit, en gardant ma voix d'ange basse. Tu nous as invités ici pour une fête d'anniversaire, et elle va en avoir une. Attends juste ton tour, » a sifflé Barbara, son faux sourire se collant instantanément sur son visage pour une tante qui passait. « Sois forte, Harper. Ne sois pas difficile. Ce n'est que pour quelques heures. » J'ai ravalé ma colère. Elle avait le goût de la cendre, mais je l'ai fait pour Lily parce que je ne voulais pas déclencher une scène de cris et lui faire peur le jour de son anniversaire. Je me suis dirigé silencieusement vers la pièce du fond. J'ai caché le cadeau argenté dans un placard sombre et j'ai poussé le gâteau personnalisé derrière une brique de lait dans le réfrigérateur. Quand je suis revenu, Britney trônait au centre exact de la pièce. Elle portait une robe en soie sur mesure, riait fort, montrant sa bague en diamant au temps de plus âgé. Bradley se tenait à côté d'elle, l'air incroyablement suffisant, un bourbon à la main. Britney m'a remarqué et a fait un petit geste de la main dédaigneux. « Oh, salut, Harper. Contente que tu aies pu venir à notre jour spécial. » Elle n'a même pas regardé ma fille. Pendant les 2 heures insupportables qui ont suivi, Lily et moi sommes restés assises dans un coin du salon. Je lui ai donné des petits sandwichs aux concombres du traiteur et je lui ai raconté des histoires drôles pour la distraire. Elle n'arrêtait pas de demander quand elle pourrait donner sa carte à sa grand-mère. Je lui répétais, bientôt,
ma puce. Bientôt. J'ai regardé ma famille lever leur verre pour trinquer à ma sœur. Je les ai vus lui remettre d'épaisses enveloppes blanches remplies d'argent liquide. J'ai regardé célébrer un couple que je savais pertinemment être criblé de dettes, tandis que ma fille de 7 ans, intelligente et gentille, restait assise là, complètement ignorée sur une chaise. Puis le photographe professionnel est arrivé. C'était un gars énergique et bruyant qui a immédiatement commencé à diriger les gens vers l'arrière-cour. Très bien, tout le monde. La lumière est parfaite en ce moment sur la terrasse. Faisons un grand portrait de famille pour immortaliser l'heureux couple. La foule s'est empressée de sortir. La terrasse était magnifiquement décorée avec une grande arche florale. Ma mère courait partout frénétiquement pour placer les gens en fonction de leur taille et de leur tenue. Tante Suzanne, par ici. Oncle Gary, tiens-toi derrière Bradley. Je suis resté près du bord du jardin, tenant fermement la main de Lily. J'avais bien l'intention de rester complètement à l'écart, mais Lily, avec l'innocence et le cœur pur d'un enfant, a pensé que le portrait de famille l'incluait elle aussi. Elle a vu sa grand-mère debout près du centre, souriant chaleureusement. Lily a lâché ma main, a affiché un immense sourire édenté, a ajusté sa petite robe bleue, a replacé son diadème d'anniversaire en plastique et s'est mise à courir joyeusement vers le milieu du groupe pour se tenir juste à côté de Barbara. « Mamie, je veux être sur la photo moi aussi », a-t-elle dit joyeusement. Ce qui s'est passé ensuite a pris peut-être 3 secondes, mais c'est gravé à jamais dans mon cerveau. Une cicatrice qui ne guérira jamais complètement. Avez-vous déjà vu quelqu'un regarder un enfant avec un dégoût pur et sans filtre? Pendant une seconde terrifiante, tout le jardin est devenu d'un silence de mort. Le seul bruit était celui du photographe qui se raclait nerveusement la gorge et baissait son appareil photo. Lily était assise sur les dalles d'ardoise de la terrasse, fixant son genou écorché. Sa lèvre inférieure tremblait violemment sous le coup du choc. Elle a regardé sa tante, ses grands yeux bruns se remplissant de larmes épaisses, attendant des excuses, attendant que quelqu'un se penche pour l'aider à se relever. Britney ne s'est pas excusée. Elle n'a pas sourcillé ni eu l'air coupable. Elle a fixé les morceaux brisés du diadème en plastique éparpillés sur le béton, a lissé le devant de sa coûteuse robe en soie et a laissé échapper un rire court, dur et moqueur. Les déchets n'ont pas leur place dans mon moment parfait en photo, a dit Britney, d'une voix forte et claire pour que chaque personne présente dans le jardin puisse l'entendre. Que quelqu'un la sorte du cadre immédiatement. Elle gâche la lumière. J'ai attendu la réaction. J'ai attendu que ma mère pousse un cri d'horreur. Qu'une tante s'avance pour la réprimander. Que Bradley dise à sa fiancée qu'elle avait dépassé les bornes. J'ai attendu que le village censé protéger un enfant se lève et fasse ce qui était juste. Rien. Absolument rien. L'oncle Gary a regardé ses chaussures en cuir coûteuses. La tante Suzanne a bu une longue gorgée de son champagne et a regardé le ciel. Ma mère, Barbara, la femme qui m'avait élevé, s'est avancée et a soupiré avec un profond agacement. Harper, s'il te plaît, a marmonné Barbara, en agitant la main d'un geste dédaigneux, sans même regarder sa petite fille en larmes. Rentre là tout de suite. La robe de Britney va se froisser si nous devons refaire la pause. Allez, vas-y. Le silence de ma famille a été un coup physique en plein cœur. C'était la confirmation finale et indéniable de tout ce que je soupçonnais depuis 30 longues années. Pour eux, nous n'étions pas des êtres humains. Nous n'étions pas de la famille. Nous n'étions que des désagréments qui bloquaient leur lumière parfaite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté de flûte de champagne à travers une fenêtre. Dans mon métier, on apprend très vite que perdre son sang-froid signifie perdre complètement son pouvoir. Quand vous trouvez la preuve irréfutable lors d'un audit financier majeur, vous ne criez pas après le suspect. Vous fermez tranquillement votre mallette, vous construisez un dossier en béton armé et vous laissez les autorités fédérales porter le coup de grâce. Je me suis approché de ma fille. Je me suis agenouillé sur la pierre froide et je l'ai délicatement prise dans mes bras. J'ai essuyé une larme égarée sur sa joue avec mon pouce et j'ai embrassé son front. Je me suis relevé, la serrant fort contre ma poitrine. J'ai regardé directement Britney. Son sourire suffisant et victorieux a fléchi d'une infime fraction lorsqu'elle a enfin croisé mon regard, car il n'y avait plus de douleur ni de tristesse dans mon expression, seulement une froideur absolue et terrifiante. J'ai regardé ma mère, qui refusait catégoriquement d'établir un contact visuel avec moi. Je n'ai pas prononcé un seul mot. J'ai tourné le dos à l'arche de fleurs,
au champagne coûteux et aux personnes qui partageaient mon ADN. Je suis sorti par la barrière latérale, j'ai descendu l'allée et j'ai attaché Lily dans son siège auto. Je suis retourné dans la maison juste le temps de récupérer son cadeau emballé d'argent dans le placard sombre et le gâteau derrière le lait dans le frigo, passant juste à côté d'un cousin qui tentait maladroitement de me tendre une serviette en papier. Je me suis installé au volant, j'ai démarré le moteur et je suis parti. C'était la dernière fois que je me comportais en fille bonne et obéissante. La forte était officiellement morte. C'était l'auditrice d'investigation financière qui conduisait la voiture maintenant, et elle ne pardonne pas. Elle enquête. Le trajet entre la maison de ma mère et notre appartement prend exactement 25 minutes. Pendant les 15 premières minutes, l'intérieur du SUV était lourd d'un silence de plomb. Je gardais les yeux fixés sur la route, serrant le volant si fort que mes articulations étaient devenues complètement blanches, essayant d'assimiler la pure cruauté de ce qui venait de se passer sur cette terrasse. Puis, depuis le siège arrière, une petite voix fragile et brisée a rompu le silence, « Maman ». J'ai regardé dans le rétroviseur. Lily serrait la bretelle déchirée de sa robe bleue, ses yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré en silence. « Oui, ma chérie. Je suis là. »« Est-ce que je suis un déchet ?» a-t-elle demandé, sa voix se brisant sur le dernier mot alors qu'une nouvelle larme coulait sur sa joue. « Est-ce pour ça que mamie ne voulait pas de moi sur la photo ?» J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait enfoncé un couteau dentelé entre les côtes et l'avait fait tourner. Le traumatisme générationnel, ces décennies passées à être traitée comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre famille, venait d'être transmis directement à ma fille innocente de 7 ans. Je me suis garé sur le bas-côté de l'autoroute. J'ai immédiatement mis la voiture sur position de stationnement, j'ai détaché ma ceinture de sécurité et je suis passé à l'arrière pour m'asseoir juste à côté d'elle. J'ai pris ses petites mains dans les miennes et j'ai plongé mon regard dans ses magnifiques yeux bruns. Écoute-moi bien, Lily. Tu es la personne la plus précieuse, la plus belle et la plus importante de tout mon univers. Ce que ta tante a dit et ce que ces gens ont fait là-bas, c'est parce qu'ils sont brisés à l'intérieur. Ils sont vides. Et ils essaient de rabaisser les autres pour se sentir grands. Tu n'es pas un déchet. Tu es un trésor. Et je te promets sur ma vie que je ne laisserai plus jamais personne te traiter de la sorte. Elle a sangloté et a enfoui son visage dans mon épaule. Nous sommes restés assises là, sur le bord de la route, jusqu'à ce que sa respiration se calme et qu'elle s'arrête de pleurer. Je nous ai conduites dans une pâtisserie chic et lumineuse du centre-ville de Los Angeles. Nous avons jeté le gâteau à la vanille tout simple que j'avais acheté plus tôt. J'ai dit à Lily qu'elle pouvait choisir le gâteau le plus grand et le plus extravagant de toute la vitrine. Elle a choisi un énorme gâteau au chocolat à 3 étages recouvert de vermicelle multicolore. Quand nous sommes rentrés, nous avons mis son film Pixar préféré. Nous avons ouvert son cadeau argenté rempli de matériel de dessin et nous avons mangé d'énormes parts de gâteau au chocolat assises sur le sol du salon. Je me suis assuré qu'elle s'endorme ce soir-là en sachant qu'elle était profondément, farouchement aimée et protégée. Une fois qu'elle fut profondément endormie, l'adrénaline est retombée, laissant place à une clarté froide, dure et dangereuse. Je me suis assise à l'îlot de ma cuisine dans le noir, fixant le mur, réfléchissant aux limites et aux conséquences. C'était fini. J'allais bloquer leur numéro de téléphone le lendemain matin et tourner la page pour toujours. C'était le plan. Disparaître complètement de leur vie. Mais à 23h45 précise ce soir-là, mon téléphone a vibré violemment sur le comptoir en granit. Ce n'était pas un SMS de ma mère. Ce n'était pas de fausses excuses de Britney. C'était une alerte de sécurité automatisée provenant d'une application de surveillance de crédit premium, celle que j'utilisais pour mon travail de comptable professionnel. La notification lumineuse a éclairé la cuisine sombre, jetant une lueur crue sur les comptoirs. Alerte. Une enquête approfondie a été enregistrée sur votre profil de crédit. Source, The Heritage Country Club and Event Management. J'ai fixé l'écran, les yeux rétrécis. La fatigue a instantanément disparu, remplacée par une poussée d'énergie pure et concentrée. Le Heritage Country Club est le lieu de mariage le plus sélect et le plus ridiculement cher d'Orange County, en Californie. C'est un immense domaine historique avec des lustres en cristal importés, des jardins soignés et une liste d'attente d'au moins 1 an. C'est exactement le genre d'endroit prétentieux où Britney tuerait pour se marier. Mais pourquoi diable un lieu de mariage de luxe ferait-il une vérification de crédit approfondie sur mon numéro de sécurité sociale personnelle à minuit? Une personne normale aurait pensé à un bug du système ou peut-être à une étrange coïncidence,
mais je suis auditrice. Je traque les anomalies financières pour gagner ma vie. Je sais exactement ce qu'implique une vérification de crédit approfondie. Cela désigne le fait que quelqu'un vient de demander une ligne de crédit massive ou d'autoriser un plan de paiement énorme en usurpant mon identité. La froideur mortelle en moi s'est transformée en quelque chose de tranchant, de calculé et d'incroyablement dangereux. Ma propre famille avait poussé ma fille au sol pour une photo. Maintenant, il semblait qu'ils plongeaient leurs mains avides dans mon identité financière. Quand on enquête sur une fraude financière grave, on commence par jeter le filet le plus large possible. On cherche les fils qui n'appartiennent pas au tissu, les chiffres qui perturbent le modèle. Je me suis connecté à mon terminal de travail hautement sécurisé depuis mon ordinateur portable et j'ai extrait mon rapport de crédit complet auprès des 3 principaux bureaux de crédit. Je l'ai méticuleusement croisé avec mes comptes bancaires actifs. Tout semblait parfaitement normal à première vue. Mon compte chèque principal allait bien. Mes cartes de crédit personnelles présentaient leurs soldes habituels et gérables. Puis, comme un fantôme sortant du brouillard, je me suis souvenu du compte joint, le compte chèque joint historique que ma mère m'avait supplié de garder ouvert il y a 5 ans. Celui que j'avais complètement ignoré parce que le solde était à 0 et qu'il était trop fastidieux sur le plan administratif de traîner ma mère dans une agence physique pour signer les papiers de clôture. J'ai rapidement navigué vers le portail en ligne de la banque, saisi mes identifiants et extrait l'historique des transactions de ce compte joint spécifique. L'écran s'est chargé. Les chiffres me fixaient en noir et blanc. J'ai senti l'air quitter complètement mes poumons. Il y a 3 semaines, un virement entrant de $12 000 avait été crédité sur le compte. Il provenait d'un service de prêt tiers, essentiellement une société de prêt personnel à approbation rapide et à taux d'intérêt élevé. C'était déjà assez grave, mais c'était la transaction effectuée exactement 2 jours plus tard qui a glacé mon sang. Virement sortant, $12 000. Destinataire, Héritage Country Club Event Management. Référence, acompte mariage Britney de $12 000, débité directement sur un compte dont le nom principal était le mien. Je me suis adossé à ma chaise, le silence de mon appartement devenant soudainement assourdissant. Ils n'avaient pas seulement emprunté de l'argent. Ils avaient contracté un prêt prédateur à taux élevés sous couvert de mon compte joint pour payer la compte d'un lieu de mariage de luxe. Parce qu'il s'agissait d'un compte joint historique, ma mère avait le droit légal d'initier des virements, mais elle n'avait pas les revenus nécessaires pour se qualifier seule pour un prêt de $12 000. Ils avaient utilisé l'historique du compte, fortement lié à ma propre excellente cote de crédit, pour obtenir l'approbation, puis avaient immédiatement transféré l'argent avant que je ne m'en aperçoive. Mais un lieu de luxe comme le Héritage n'accepte pas un virement aléatoire sans un contrat signé et juridiquement contraignant dans ses dossiers. Ils exigent un garant financièrement responsable. Mes doigts ont survolé le clavier. J'ai ouvert ma boîte mail personnelle. Pas ma messagerie de travail sécurisée, mais ma vieille adresse personnelle que je consulte rarement car elle est pleine de spam publicitaire. Je suis allé dans la barre de recherche et j'ai tapé « Héritage Country Club ». La recherche a donné exactement 2 résultats. Les 2 étaient cachés dans mon dossier de courriers indésirables. J'ai cliqué sur le premier courriel daté d'il y a 3 semaines. C'était un message automatisé du service de signature électronique sécurisé du domaine. Objet, bienvenue au Héritage. Votre contrat d'événement est finalisé. J'ai ouvert le document PDF joint. C'était un accord de location de salle massive de 50 pages détaillant les coûts de restauration, les arrangements floraux et les dépôts de garantie. Le coût total du mariage était estimé à la somme absurde de $45 000. L'acompte non remboursable requis était de $12 000 pile. J'ai fait défiler rapidement jusqu'à la toute dernière page, au niveau du bloc de signature. Sous la ligne clairement étiquetée « Garant financièrement responsable », figurait mon nom légal complet, Harper Davis. Et juste à côté, estampillé d'une adresse IP et d'un horodatage, se trouvait une signature numérique. C'était un gribouillis électronique qui ressemblait vaguement à ma véritable écriture, validée en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Je n'avais jamais parlé à quiconque du Héritage Country Club. Je n'avais jamais accepté d'organiser, de planifier ou de payer la moindre serviette de table pour ce mariage. Ma sœur et ma mère avaient contrefait ma signature sur un contrat juridiquement contraignant pour s'assurer un lieu de mariage de luxe en utilisant une vieille faille bancaire pour transférer la compte sans déclencher mes alertes quotidiennes. Elles avaient traité mon identité comme un bien familial commun. Elles pensaient que j'étais si occupée, si distante,
et si bien conditionné par 30 ans de violence psychologique à simplement encaisser les coups, que même si je finissais par le découvrir, je me contenterais de soupirer, de faire un chèque et de payer pour préserver la paix. Elle pensait que la forte allait simplement accepter la situation. J'ai fixé la signature contrefaite qui brillait sur l'écran. L'image de Britney poussant Lily a défilé violemment dans mon esprit, les déchets n'ont pas leur place dans mon moment parfait en photo. Elle voulait un moment parfait en photo. Elle voulait un mariage de luxe à 45 000 $ financé par une fraude flagrante et un vol d'identité. J'ai attrapé mon téléphone sur le comptoir. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé ma sœur pour hurler et exiger des explications. J'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai trouvé le numéro de la ligne d'assistance d'urgence contre la fraude de ma banque, disponible 24 heures sur 24. Elles pensaient que j'étais une proie facile. Elles avaient oublié que j'étais une chasseuse, et la saison de la chasse venait officiellement d'ouvrir. Quand on trouve un cafard dans une cuisine sombre, on sait qu'un nid financier entier se cache dans les murs. Je ne me suis pas arrêté au contrat du country club. Ce n'était que la partie visible de la fraude. Je me suis versé une autre tasse de café, je me suis rassise à mon îlot de cuisine et j'ai jeté mon filet d'audit plus largement sur l'ensemble de mon existence financière. Je cherchais la moindre anomalie, le moindre écart dans mon historique de crédit au cours des 6 derniers mois. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver la blessure suivante. Cachée au fond des pages secondaires de mon rapport de crédit, sous mes véritables cartes de crédit légitimes, se trouvait une toute nouvelle ligne de crédit renouvelable. Elle avait été ouverte il y a moins de 4 semaines. C'était une carte de crédit d'un grand magasin de luxe, du genre à appliquer un taux d'intérêt astronomique si l'on ne règle pas le solde en totalité tous les 30 jours. Le compte était entièrement maximisé. Le solde qui s'affichait en rouge sur mon écran était de 8 000 $. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. 8 000 $. J'ai retracé le code d'identification du commerçant. Il menait directement à une boutique de luxe située sur Rodeo Drive à Beverly Hills. J'ai extrait le relevé de facturation détaillé grâce à un protocole de vérification d'accès secondaire que j'utilise pour mes audits. Il n'y avait qu'un seul achat répertorié sur tout le relevé. C'était une montre Rolex de luxe pour homme. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté révoltante. Britney n'avait pas seulement usurpé mon identité pour réserver le lieu de mariage de ses rêves. Elle avait activement ouvert une carte de crédit frauduleuse à mon nom pour acheter une Rolex de 8 000 $ comme cadeau de fiançailles pour Bradley. Elle voulait lui offrir un symbole tape à accent grave-l'œil de son amour, et elle voulait que ce soit moi qui paie la facture à mon insu. Ma sœur construisait tout un empire d'illusions et elle utilisait mes fondations financières volées pour le soutenir. Un tel sentiment d'impunité était stupéfiant. C'était un cas d'école de drame familial narcissique. Mais en tant que comptable d'investigation, je sais que découvrir le vol n'est que la moitié du travail. Il faut prouver exactement comment ils s'y sont pris. J'avais besoin des empreintes numériques. J'ai soumis une demande de vérification rapide de fraude à la banque de détail qui avait émis la carte de crédit. Comme il s'agissait de mon numéro de sécurité sociale, j'avais le droit légal de demander les métadonnées jointes à la demande en ligne d'origine. Je voulais voir les traces numériques que le voleur avait laissées derrière lui au moment d'appuyer sur le bouton d'envoi. 1 heure plus tard, le rapport automatisé est arrivé dans ma boîte de réception sécurisée. J'ai ouvert le fichier et j'ai fait défiler jusqu'à l'adresse IP enregistrée au moment précis où la demande avait été approuvée. J'ai lancé une recherche de géolocalisation standard sur cette adresse IP spécifique. Le résultat est apparu à l'écran et le dernier vestige d'espoir que j'avais pour ma famille s'est brisé en 1 million de morceaux. L'adresse IP n'appartenait pas à l'appartement de Britney. Elle n'appartenait pas au téléphone de Bradley. L'adresse IP était enregistrée au nom du compte d'accès Internet Comcast de la maison de ma mère. C'était le réseau Wi-Fi exact que ma mère utilisait pour envoyer ses SMS matinaux quotidiens. Ma mère ne fermait pas seulement les yeux. Elle ne se contentait pas de défendre agressivement les mauvaises habitudes de ma sœur. Ma mère s'était activement assise à son ordinateur de bureau, avait tapé mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et son propre nom de jeune fille, et avait aidé sa fille préférée à me voler 8 000 $. Elle était la complice directe d'une tromperie financière massive et du vol de mon identité. J'ai refermé mon ordinateur portable très lentement. La trahison était si profonde, si immense, qu'elle me faisait physiquement mal. Ma mère m'avait regardé dans les yeux ce jour-là, à cette fête. Elle m'avait ordonné de cacher le cadeau d'anniversaire de ma fille.
Elle avait regardé ma fille se faire pousser sur le béton, et elle avait fait tout cela en sachant qu'elle venait de m'extorquer un total de 20 000 $ de crédit sous mon propre nom. Elle croyait vraiment que j'étais une ressource inépuisable, une machine qui existait uniquement pour financer leur récit familial toxique et parfait. Elle pensait pouvoir humilier ma fille et voler mon avenir le même jour. J'ai regardé vers le salon. Lily dormait profondément sur le canapé, entourée de ses nouvelles fournitures de dessin, une petite trace de glaçage au chocolat encore sur la joue. Ma mère avait choisi son enfant prodige. À présent, je choisissais la mienne, et j'allais déclencher une tempête financière dont elle ne se remettrait jamais. Le lundi matin est arrivé. Je n'ai pas déposé Lily à l'école. J'ai signalé qu'elle était malade. Je lui ai préparé une grande pile de pancakes et je l'ai installée avec ses nouvelles fournitures de dessin à la table de la cuisine. J'avais besoin de la voir sous les yeux. Je devais savoir qu'elle était en sécurité pendant que je partais en guerre. À 8 heures pile, j'ai décroché mon téléphone et j'ai composé le numéro de la division prioritaire de lutte contre la fraude de ma banque principale. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air d'une victime. J'avais exactement le ton d'une auditrice d'investigation financière signalant un crime documenté et confirmé. Je m'appelle Harper Davis, ai-je dit calmement à l'agent. Je signale un cas confirmé d'usurpation d'identité aggravée et de fraude électronique. Un prêt de 12 000 $ a été initié frauduleusement via un compte joint historique. Et un compte de crédit de détail de 8 000 $ a été ouvert à l'aide de mon numéro de sécurité sociale sans mon consentement. J'ai les journaux IP et les signatures numériques falsifiées. Le ton de l'agent est immédiatement passé du service client poli au mode de conformité sérieux. Compris, Madame Davis. Nous prenons cela très au sérieux. Quelles sont vos directives immédiates? Je veux un gel complet du compte joint. Je veux qu'une alerte de fraude stricte soit placée sur mon numéro de sécurité sociale auprès des 3 bureaux de crédit, et je lance officiellement une procédure de récupération sur le virement de 12 000 $ envoyé au Heritage Country Club. Tout en contestant comme frauduleux le débit de détail pour la montre. Lancement de la procédure de récupération en cours, a confirmé l'agent, le bruit d'une frappe rapide au clavier résonnant au téléphone. Les fonds transférés au héritage seront légalement gelés et retirés du compte le temps de l'enquête. La carte de détail sera bloquée et signalée pour examen criminel. Ce processus est irréversible une fois lancé. Faites-le, ai-je dit, la voix froide comme la glace. Le piège était officiellement tendu. L'argent qu'elle pensait avoir sécurisé s'évaporait, mais je devais m'assurer que le domaine sache exactement pourquoi cet argent disparaissait. Je ne voulais pas que ma famille invente un mensonge sur une erreur bancaire. Je voulais que la vérité soit officiellement enregistrée. J'ai cherché le numéro du Heritage Country Club et j'ai demandé à parler directement à la responsable principale de l'événement, une femme prénommée Vanessa. Elle avait une voix nette et carrée, le genre de voix qui gère des événements à 1 million de $ et ne tolère aucun écart. Ici Vanessa. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Harper Davis, ai-je dit. Je crois que vous avez un contrat de mariage enregistré pour une certaine Britney et un certain Bradley. Vous avez reçu un acompte de 12 000 $ par virement il y a 3 semaines. Ah, oui. Le mariage floral de printemps, a dit Vanessa, son ton s'adoucissant légèrement. Y a-t-il un problème avec les choix de traiteur, Madame Davis? Un problème avec le contrat. J'ai répondu avec un calme plat, je ne l'ai jamais signé. Ma sœur a contrefait ma signature et a utilisé des fonds volés pour payer votre acompte. Le département des fraudes de ma banque vient de lancer une récupération légale des fonds. Ces 12 000 $ seront retirés de vos comptes d'ici la fin de la journée. Je vous conseille vivement de sécuriser votre position financière concernant cet événement. Un long et lourd silence s'est installé sur la ligne. Je pouvais pratiquement entendre Vanessa évaluer la situation. Madame Davis, c'est une accusation très grave, a fini par dire Vanessa, sa voix descendant d'un ton. Nous exigeons des pièces d'identité rigoureuses pour nos contrats de garant. Vérifiez le journal des signatures numériques, ai-je répliqué immédiatement. L'adresse IP ne correspondra pas, vérifier l'adresse de facturation. Elle correspond à la maison de ma mère, pas à la mienne. J'ai entendu des clics de son côté, puis une inspiration brusque. Vanessa a hésité, Madame Davis, il y a une note client privée jointe à votre profil de garant dans notre système. Elle a été ajoutée par la mariée, Britney, lors de la phase de réservation initiale. Je ne suis pas censé lire cela à haute voix, mais vu les circonstances.
Lisez-la, ai-je exigé. Vanessa s'est raclé la gorge, la note dit « Veuillez noter que ma sœur aînée Harper est le garant financier, mais qu'elle souffre de graves dépressions nerveuses et de fréquents épisodes psychotiques. Si elle appelle pour tenter d'annuler le lieu de réception ou prétend qu'elle n'a pas signé le contrat, veuillez l'ignorer complètement. C'est juste l'un de ces épisodes. Nous gérons sa situation. » La méchanceté pure et stupéfiante de ce message m'a laissé sans voix pendant une seconde. Britney n'avait pas seulement volé mon argent. Elle avait activement tenté de me dépouiller de toute crédibilité, instrumentalisant une fausse maladie mentale grave pour me faire taire par avance si jamais je découvrais la fraude. Elle avait construit un rempart de mensonges pour protéger son moment parfait usurpé. Je suis expert comptable agréé et diplômé, ai-je dit, la voix vibrant d'une colère si pure qu'elle ressemblait à de l'électricité. Je ne souffre pas de schizophrénie. J'ai une famille de criminels. Je vous envoie le numéro officiel de la plainte pour fraude bancaire dès maintenant. Annulez le contrat, Vanessa. C'est comme si c'était fait, a dit Vanessa, sa voix vidée de toute chaleur pour la mariée. Nous ne faisons pas affaire avec des fraudeurs. J'ai raccroché. Les pièces bougeaient. L'avalanche avait commencé, et ma famille n'avait absolument aucune idée qu'elle se dirigeait droit sur elle. Le chaos absolu a commencé exactement 24 heures plus tard. Mardi matin, la récupération légale de la banque avait frappé les comptes du domaine. Les 12 000 $ ont été retirés. Le héritage, sous les ordres stricts de Vanessa, a immédiatement gelé la réservation de mariage et envoyé un avertissement d'annulation automatique à l'adresse email de Britney. Mon téléphone a commencé à exploser à 7h30 pile. L'écran affichait le nom de ma mère. J'ai laissé sonner. Ça a sonné encore et encore. À 8h, j'avais 14 appels manqués et un déluge de SMS paniqués. Les intermédiaires avaient officiellement été déployés. Dans le contexte d'une famille toxique, ses proches agissent pour le compte du manipulateur afin de faire pression, de culpabiliser ou de forcer la victime à plier. Mon téléphone débordait de leurs messages. Tante Suzanne m'a écrit « Harper, qu'est-ce qui se passe au juste ? Ta mère fait une crise de panique. Le domaine dit que la compte a été rejetée. Appelle ta banque immédiatement et règle ça. Ne sois pas difficile. L'oncle Gary a envoyé, ta sœur pleure toutes les larmes de son corps. Tu dois assumer et régler cette erreur bancaire. La famille compte sur toi. Arrête d'ignorer ta mère. » Il pensait à un simple problème technique. Il croyait que la « forte » avait juste oublié de valider un transfert. Il n'avait aucune idée que j'avais délibérément posé la bombe. Puis est venu un message de Barbara. Ma mère. Ce n'était pas une supplique. C'était un ordre teinté d'une manipulation pure et désespérée. Harper, ce n'est pas drôle. Le domaine menace de donner la date de Britney à quelqu'un d'autre. I know you are mad about that stupid little picture thing on Saturday, mais tu ne peux pas gâcher la vie entière de ta sœur pour une rancune mesquine. Sois plus intelligente. Règle le compte tout de suite. Vanessa réclame une réunion en personne pour tirer cela au clair. Réunion de famille chez moi samedi à 14h. Vanessa sera là. Tu apporteras un nouveau chèque de banque et tu t'excuseras pour le retard. Ne nous affiche pas. J'ai fixé le message. Elle essayait de me piéger. Elle pensait qu'en faisant venir la responsable du domaine dans son salon et en m'entourant des regards réprobateurs de tous les oncles et tantes, je céderais sous la pression sociale. Elle s'imaginait que je serais trop gêné pour révéler les secrets de famille devant une inconnue, et que j'écrirais sagement un nouveau chèque pour sauver les apparences. C'était une stratégie de manipulation brillante. Elle aurait fonctionné à merveille sur l'ancienne Harper, mais l'ancienne Harper était morte. J'ai répondu par un seul mot, d'accord. Mais j'avais 4 jours avant cette réunion de samedi. Et je ne suis pas du genre à foncer tête baissée dans un piège. Je devais comprendre pourquoi ils étaient si désespérés. Pourquoi contracter un prêt à taux d'intérêt élevé? Qu'était-il advenu de l'argent de Bradley? Bradley s'était constamment vanté de la fortune de ses parents et de ses propres économies substantielles. J'ai utilisé les numéros d'identification bancaire du contrat contrefait pour fouiller les dossiers financiers publics liés au nom de Bradley. L'audit d'investigation consiste à 90% à savoir exactement où chercher les indices dissimulés. Cela m'a pris 3 heures, mais j'ai trouvé la dernière pièce dévastatrice du puzzle, un reçu de virement lié à un dossier d'impôt foncier public. Les parents de Bradley,
un couple âgé et respectable vivant dans l'Arizona, avait généreusement offert au couple la somme de $15 000 il y a exactement 2 mois. Le motif du virement indiquait mot pour le lieu du mariage, avec tout notre amour, maman et papa. Ils avaient l'argent. Ils avaient $15 000 en liquide. Alors, où étaient-ils passés? J'ai croisé les publications Instagram publiques de Britney avec les données des vols internationaux. Il y a exactement 6 semaines, Britney et Bradley s'étaient offert des vacances ultra-luxueuses de 2 semaines à Tulum, au Mexique. Ils avaient séjourné dans une villa privée 5 étoiles, loué un yacht et posté d'innombrables photos de leur lune de miel anticipée. La vérité m'a frappé de plein fouet. Ils n'avaient pas perdu l'argent du domaine. Ils avaient délibérément dilapidé l'argent des parents de Bradley pour des vacances de luxe afin de paraître riches sur Internet. Et quand la facture réelle du mariage est arrivée, ils ont paniqué. Ils ne pouvaient pas redemander de l'argent aux parents de Bradley sans avouer leurs mensonges. Ils ne pouvaient pas payer eux-mêmes. Alors, ils ont regardé vers moi, la sœur discrète, fiable et invisible, la forte. Ils ont décidé de me voler $20 000 de crédit pour masquer leur énorme mensonge irresponsable. J'ai imprimé les relevés de vol. J'ai imprimé le reçu de virement des parents de Bradley. J'ai imprimé le contrat contrefait, les rapports d'adresse IP prouvant l'implication de ma mère, et le relevé de compte de la Rolex à $8 000. J'ai rassemblé chaque preuve dans 5 enveloppes en craft marron identiques. Le samedi approchait. My Mother voulait une réunion de famille pour me forcer à me soumettre. Elle voulait un public. J'allais lui offrir le plus grand spectacle de sa vie. Je suis arrivé chez ma mère à 14h pile le samedi. Je n'avais pas emmené Lily. Elle était en sécurité à la maison pour un après-midi cinéma avec une babysitter de confiance. J'ai remonté l'allée en tenant uniquement mes clés de voiture et les 5 enveloppes marron identiques sous le bras. J'ai poussé la porte d'entrée et je suis entré dans le salon. L'atmosphère était étouffante. On aurait dit un tribunal où le jury avait été grassement payé d'avance. Tous les complices habituels étaient là. Tante Suzanne, oncle Gary et 3 cousins plus âgés étaient assis sur les canapés, les bras croisés, me jetant des regards pleins de déception et de jugement. Britney était assise dans un fauteuil en velours, tamponnant ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir, jouant à merveille le rôle de la victime traumatisée. Bradley se tenait derrière elle, l'air nerveux, mais essayant de garder une posture d'autorité factice. Ma mère Barbara se tenait debout au milieu de la pièce et, assise sur la petite banquette, l'air visiblement mal à l'aise mais très professionnel, se trouvait Vanessa, la gérante du héritage. Elle avait un dossier en cuir sur les genoux. Barbara m'a repéré et a immédiatement commencé son numéro, Harper, enfin, a soupiré Barbara, secouant la tête comme face à une adolescente rebelle. Viens, assieds-toi. Nous sommes tous là pour te soutenir dans la crise émotionnelle que tu traverses. Mais ce comportement mesquin doit cesser. Tu as causé beaucoup de stress inutile à Britney. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout au centre exact de la pièce, droite, le visage impassible. Tante Suzanne est intervenue comme prévu, franchement, Harper. Annuler la compte du mariage juste parce que tu es jalouse de la séance photo de Britney? C'est d'un puéril. Tu gagnes largement ta vie. Arrête d'essayer de gâcher le grand jour de ta sœur. Britney a laissé échapper un sanglot théâtral. Je ne comprends pas pourquoi elle me déteste autant, a-t-elle pleurniché, regardant Vanessa pour s'assurer que la responsable enregistre bien sa détresse. Je voulais juste un beau mariage. Bradley a fait un pas en avant, me pointant du doigt. Tu devais régler ça immédiatement, Harper. Vanessa a eu la gentillesse de venir jusqu'ici pour accepter un nouveau chèque de banque. Tu vas faire ce chèque, t'excuser auprès de ma fiancée et nous allons oublier ce problème technique embarrassant. Le piège s'était refermé. La pression était immense. 30 ans de conditionnement social me criaient de capituler, de présenter des excuses, de signer le chèque et de dissiper ce malaise insoutenable. C'est ainsi que les familles toxiques l'emportent. Elles exploitent votre besoin naturel de paix. J'ai regardé Vanessa. Elle m'observait attentivement, ses yeux passant de moi à Britney. Elle était au courant pour la note concernant la prétendue schizophrénie. Elle attendait de voir quelle version de moi était la vraie. J'ai pris une inspiration lente et profonde. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas crié. J'ai parlé avec le calme et la froideur d'une auditrice d'investigation présentant ses conclusions irréfutables à un conseil d'administration.
Il n'y a pas d'erreur bancaire, ai-je dit, ma voix tranchant le silence pesant de la pièce comme un rasoir. Et je n'écrirai pas un chèque pour un seul centime. Ma mère a fait un pas en avant, le visage soudain rouge de colère. Harper Davis, ça suffit ces bêtises. Tu nous humilies devant une invitée. Tu es la forte. Tu es censé régler les problèmes. C'est ce que je fais, ai-je répondu froidement. Je règle définitivement l'illusion de cette famille qui pense que mon identité est une banque ouverte à tous. Je me suis approché de la grande table basse en verre au milieu de la pièce. J'ai sorti les 5 enveloppes marron. J'en ai donné une à Vanessa. J'en ai tendu une à ma mère. J'en ai jeté une sur le canapé pour que tante Suzanne et l'oncle Gary la partagent. J'en ai lancé une directement sur Bradley, qui l'a attrapée au vol. J'ai gardé la dernière pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça, a exigé Barbara, regardant l'enveloppe comme si elle était empoisonnée. Ça, ai-je dit en fixant Britney, dont les fausses larmes s'étaient instantanément taries, c'est le rapport d'autopsie de votre moment parfait. Ouvrez-les. Un silence de mort est retombé sur la pièce. Le seul bruit était celui du papier épais que l'on déchire alors que 5 personnes ouvraient leurs enveloppes en même temps. J'ai observé leur visage à mesure qu'ils extrayaient l'épais dossier de documents. J'avais surligné les éléments les plus accablants en jaune fluo pour qu'ils ne puissent pas les rater. Vanessa a été la première à comprendre. Elle est allée directement au contrat falsifié, a vu les rapports d'adresse IP, et ses traits se sont durcis. Ma mère fixait le relevé de compte de la carte de crédit pour la Rolex à $8000. Elle lisait les données de géolocalisation imprimées en bas de page. Page 1, ai-je annoncé à la pièce muette, un contrat falsifié pour un prêt de $12 000 contracté avec mon numéro de sécurité sociale volé. Page 2, une carte de crédit frauduleuse ouverte à mon nom pour une montre de $8000 que Bradley porte actuellement au poignet. Page 3, les rapports d'adresse IP prouvant que la demande frauduleuse a été envoyée depuis le réseau Wi-Fi de cette maison. Maman, tu t'es littéralement assise à ton bureau pour aider ta fille à commettre une fraude financière majeure. Tante Suzanne a étouffé un cri de stupeur, laissant tomber ses documents sur la table. L'oncle Gary est devenu blême, s'écartant de ma mère comme si elle avait la peste. C'était un malentendu, a bafouillé Barbara, les mains tremblant au point de lâcher les feuilles. Britney a dit que tu étais d'accord pour payer. Elle a dit que tu lui avais dit d'utiliser tes informations parce que tu étais trop occupé. C'est un mensonge, ai-je répliqué immédiatement. Et même si c'était vrai, on ne contrefait pas une signature sur un document financier officiel. Tu as franchi une ligne rouge légale, maman. Britney hyperventilait. Le masque de l'enfant chéri s'était effondré, révélant le visage terrifié d'une coupable acculée. Passez à la page 4, ai-je ordonné, conservant un ton implacable. Ils ont tourné la page. C'était la capture d'écran de la note secrète que Britney avait envoyée au domaine. Pendant 30 ans, vous m'avez tous répété que j'étais la forte, ai-je dit en regardant les oncles et tantes qui fixaient désormais Britney avec horreur. Mais quand ma sœur a eu besoin de me voler, elle a envoyé un message au domaine affirmant que je souffrais de graves dépressions et de crises psychotiques, pour s'assurer que personne ne me croit si jamais je découvrais la fraude. La pièce a explosé. Tante Suzanne a commencé à hurler sur Barbara. L'oncle Gary semblait au bord du malaise. Vanessa s'est levée, fermant brusquement son dossier en cuir. C'est une affaire pénale, a déclaré Vanessa d'une voix forte, imposant le silence. Le Heritage Country Club annule officiellement cet événement. Vous êtes sur liste noire pour toutes nos propriétés. Je vous conseille vivement de prendre un avocat. Elle m'a regardé, m'a adressé un léger signe de tête respectueux et a franchi la porte d'entrée. Bradley faisait les 100 pas, tirant sur le col de sa chemise. La réalité d'une fraude majeure commençait à s'imposer à lui. Il réalisait qu'il portait une montre volée de $8000 et qu'il était complice d'un crime fédéral. Les lâches se retournent toujours les uns contre les autres quand le navire sombre. Bradley s'est arrêté net, a pointé un doigt accusateur vers le visage de Britney et a hurlé « Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Elle m'a dit que sa riche sœur payait tout. Elle a dit que la montre était un cadeau. C'est une menteuse et une voleuse. Je n'ai rien à voir là-dedans. » Britney a bondi de son fauteuil en hurlant « Espèce de lâche. Tu savais très bien ce qu'on faisait. C'est toi qui m'as supplié pour cette montre débile. » Ils se criaient dessus, détruisant leur couple au milieu du salon. C'était pathétique, mais je n'en avais pas fini. Page 5,
ai-je dit, couvrant leurs cris. Tout le monde a regardé le dernier document. C'était le reçu du virement de 15 000 $ des parents de Bradley, placé juste à côté des relevés de vol pour leur voyage de luxe à Tulum. Les parents de Bradley vous ont donné l'argent pour le domaine il y a 2 mois, ai-je énoncé clairement. Vous avez tout dépensé pour une lune de miel bidon au Mexique pour frimer sur Instagram. Et quand la facture réelle est privée d'acompte, vous avez décidé de me voler. Au moment exact où je terminais ma phrase, la sonnette de l'entrée a retenti, un bruit aigu et strident. Ma mère, complètement perdue et en larmes, est allée ouvrir. Sur le porche, l'air furieux, se tenaient les parents de Bradley. Je leur avais envoyé une copie du dossier le jeudi en express, accompagné d'un mot anonyme les invitant à cette réunion de famille. Je leur avais écrit que s'ils voulaient savoir où étaient passés leurs 15 000 $, ils devaient être présents ici à 14h30. Ils attendaient sur le porche depuis 10 minutes. La fenêtre du salon étant ouverte, ils avaient entendu chaque mot de Bradley rejetant la faute sur Britney. Le père de Bradley est entré dans le salon. Sans un regard pour Britney, il s'est dirigé droit sur son fils, l'a attrapé par le col et l'a poussé violemment contre le mur. « Tu as volé l'argent de notre retraite pour des vacances » a hurlé son père, le visage pourpre de rage. « Tu nous as menti et tu as laissé cette fille voler l'identité de sa sœur. »« Papa, s'il te plaît, écoute-moi » a supplié Bradley, fondant en larmes. « Le mariage est annulé » a dit sa mère depuis le pas de la porte, la voix tremblante de dégoût. « Les fiançailles sont rompues. Tu vas faire tes bagages et tu vas nous rembourser chaque centime. Sinon, j'appelle la police moi-même. » Les invités surprises venaient de porter le coup de grâce. Le moment parfait était officiellement réduit en cendres. Le salon était un champ de ruines. Bradley a été pratiquement traîné dehors par ses parents furieux, laissant ses clés sur la table. Le mariage était mort. L'engagement annulé. Britney se retrouvait seule. Elle s'est effondrée sur le sol, ramenant ses genoux contre sa poitrine, pleurant de manière incontrôlable. La Rolex à 8 000 $ gisait abandonnée sur la table basse. Elle faisait face à une montagne de dettes, un contrat annulé et la menace bien réelle d'une enquête pour fraude fiscale et bancaire. Aucun Bradley pour la sauver. Aucun filtre Instagram pour arranger les choses. Tante Suzanne et l'oncle Gary ont discrètement pris leur manteau et se sont éclipsés sans un mot. Ils voulaient fuir la zone d'impact de cette catastrophe. Ils avaient enfin vu l'enfant chéri sous son vrai jour. Ma mère, Barbara, a contemplé la pièce dévastée. Tout son monde, tout son récit de la famille modèle s'était volatilisé en moins de 20 minutes. Elle m'a regardé, toujours calme près de la table. Elle a fait un pas vers moi, tendant les mains, tentant de retrouver cette vieille chaleur maternelle manipulatrice. Des larmes coulaient sur ses joues. « Harper, s'il te plaît » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « S'il te plaît, on peut arranger ça. Tu as prouvé ce que tu voulais. Nous sommes désolés. S'il te plaît, appelle la banque et retire ta plainte pour fraude. Si tu ne le fais pas, ta sœur va avoir de gros ennuis judiciaires. Je risque aussi des sanctions. S'il te plaît, tu es la forte. Tu devais nous sauver. » Elle s'est approchée pour me prendre le bras et essayer de m'embrasser. J'ai fait un grand pas en arrière pour l'éviter. « Tu as raison sur un point, maman » ai-je dit d'une voix totalement dénuée d'émotion. Je suis la forte. Mais pendant 30 ans, tu m'as fait croire qu'être forte signifiait porter vos fardeaux. Payer vos dettes. Encaisser les coups pour que toi et Britney puissiez prétendre être parfaites. J'ai jeté un regard à Britney, qui pleurait bruyamment sur le tapis. Tu as poussé ma fille de 7 ans sur le béton, lui ai-je dit. Tu l'as traitée de déchet parce qu'elle dérangeait ton projecteur volé et frauduleux. Tu as essayé de détruire mon crédit, mon identité et ma santé mentale. J'ai à nouveau regardé ma mère. Quiconque traite ma fille de déchet n'a pas sa place dans mon moment parfait, ai-je dit clairement. Je ne retire pas ma plainte pour fraude. Je ne ferme pas l'enquête. La banque a toutes les preuves. Ce qui se passe ensuite se réglera entre vous, Britney et la justice fédérale. Ne reprenez plus jamais contact avec moi ni avec ma fille. J'ai tourné les talons et j'ai franchi la porte d'entrée. Je n'ai pas couru, je n'ai pas claqué la porte. J'ai descendu l'allée la tête haute, le soleil de l'après-midi réchauffant mon visage. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré et je suis parti pour de bon. Le poids qui s'est envolé de ma poitrine en m'engageant sur l'autoroute était indescriptible.
30 ans d'attentes étouffantes venaient de s'évaporer. Je n'étais plus le distributeur de billets de la famille. J'étais simplement Harper, la mère de Lily, et j'avais protégé ma fille comme une lionne. Quand je suis rentré à l'appartement, Lily était assise par terre, absorbée par un magnifique dessin coloré. Elle a levé les yeux vers moi avec son grand sourire édenté. « Salut, maman », a-t-elle dit joyeusement. « Tu as réparé le problème ?» Je me suis approché, je me suis assise par terre à côté d'elle et je l'ai serrée fort dans mes bras. « Oui, ma chérie », ai-je murmuré dans ses cheveux. Le problème est parti pour toujours. Les conséquences se sont déroulées exactement comme les chiffres le prévoyaient. La banque a définitivement clôturé les comptes et a signalé Britney et Barbara pour fraude. Elles sont actuellement écrasées sous des milliers de dollars de frais juridiques pour tenter de contester les rapports auprès des bureaux de crédit. Bradley est retourné vivre chez ses parents dans l'Arizona. La discussion de groupe familial est morte. J'ai changé de numéro de téléphone, déménagé dans un meilleur district scolaire et j'ai investi toute cette énergie et cet argent directement dans l'avenir de Lily. Je voudrais dire quelque chose à tous ceux qui écoutent ceci en ce moment, si vous êtes désigné comme le « fort » dans votre famille, si vous êtes celui qu'on appelle uniquement pour de l'argent, un service ou pour porter le chapeau, écoutez-moi bien. Votre force n'est pas un outil qu'ils peuvent exploiter. Votre force vous appartient. Vous avez le droit de fixer une limite. Vous avez le droit d'arrêter de payer le tribut, et vous avez tout à fait le droit de les laisser face aux conséquences de leurs propres actes. Partir ne vous rend pas faible, cela vous libère.